Rebonjour et merci à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie des Assises de la Data Transformation 2022. On commence tout de suite avec un partenariat inédit. HEC et l'IX qui s'associent pour créer un nouveau centre interdisciplinaire qui fournit un cadre unique non seulement à la recherche mais aussi à l'éducation, à l'innovation et au transfert de technologies aux entreprises. L'ambition d'iParis, c'est de garantir que l'IA mais aussi que les données renforcent les entreprises et les sociétés. Cet écosystème permettra par exemple l'émergence de projets à fort potentiel jusqu'à la création de start-up. L'objectif du centre en matière d'IA, par exemple, et de data analytics, est vraiment de venir rivaliser avec les meilleures institutions à l'international et aussi de devenir une référence ici en Europe. On en parle dans un instant avec Éloïc Perrache, le directeur général d'HEC, ainsi que Éric Labbé, le président de l'école polytechnique. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ce projet ambitieux. I'm Shitong Li. I'm a Associate Professor of Information Systems at HEC Paris. My primary research interests are in the economics of information technologies, including social media, crowdfunding, digital marketing, online education, and more recently, artificial intelligence. In fact, I'm a research fellow of HI Paris, which is a joint initiative of HEC Paris and the Polytechnique. Moi, c'est Yves-Marie Boideau, je suis le cofondateur et directeur commercial d'Allo Review. On représente la nouvelle génération d'avis clients. So as I said, HEC is the top business school in France and the Polytechnique is the top engineering school in France. There is lots of collaborative opportunities for both sides to work together. So HI Paris is exactly this kind of initiative by the two sides so that students from both parts, the business side and the engineering side, can understand each other better. For example, when the engineers develop new technology, information technologies, and how those latest information technology can impact our business and the society. I think that's a very important question that both engineering students and business students would be interested in. Allo Review, c'est la nouvelle génération d'avis clients, et pour faire la nouvelle génération d'avis clients, il fallait d'abord connaître l'ancienne et traditionnelle génération d'avis clients. On est tous les trois des anciens consultants data chez Capgemini Invent. On a été dans des directions d'expérience client qui avaient beaucoup de mal à avoir des avis clients, et c'est là qu'est née l'idée d'Allo Review. Donc l'idée d'Allo Review, c'est d'utiliser la technologie et d'utiliser notamment les avis audio pour permettre aux entreprises d'avoir un taux de retour plus important que les 10% qu'ils ont actuellement sur leurs enquêtes de satisfaction. Les données qu'on utilise, ce sont uniquement les données issues des avis clients enregistrés sur notre application. Et donc par contre elles ont plein de types différents. On prend des données quantitatives quand il y a des réponses à des questions fermées. On prend aussi des données qualitatives, et là elles sont soit textuelles, soit des audios que l'on retranscrit automatiquement en texte. C'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs technologiques de notre entreprise, c'est d'exprimer la voix du client de la manière la plus simple possible, et pour l'exprimer de la manière la plus simple possible, il faut bien la comprendre. C'est pour ça qu'on a des algorithmes propriétaires qu'on entraîne sur le speech-to-text. Alors, iParis, nous on trouve bien évidemment que c'est une initiative géniale, sinon on ne ferait pas cette vidéo. Et l'un des trois cofondateurs, qui est Adrien, vient lui d'un master XHEC sur la data science. Donc c'est comme ça qu'on a entendu parler la première fois de cette initiative-là. Et aussi on a la chance de travailler avec tout l'écosystème des chercheurs d'HEC Paris, notamment Shitong, que vous verrez normalement juste
juste après, et aussi avec l'X et avec les contacts d'Adrien, nous sommes en contact avec de nombreux professeurs pour aussi leverager sur tout l'écosystème tech créé par ces deux entités les plus réputées en France sur ce domaine-là. Our review, I think, is a very innovative startup. So as you can see, it's leveraged the latest auto data processing technologies and also machine learning algorithm to analyze the audio-based customer opinions. So this is very innovative. I believe by using the technology provided by Auto Review, so many firms can collect higher response rate in terms of the customer opinion or the employees' opinion. So this can definitely address the traditional selection bias based on the traditional paper-based or text-based customer opinion survey. Voilà, et pour parler de cette belle initiative qui est Hyparis, je suis donc en plateau avec Éloïc Perrache, le directeur général d'HEC Paris. Bonjour. Bonjour. Avec Éric Labaille, excusez-moi, j'ai écorché votre nom tout à l'heure, le président de l'école Polytechnique. Alors peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément quelle est la démarche et l'ambition d'Hyparis et peut-être quel genre de projet de recherche vous avez au sein de cette initiative? Très bien, volontiers pour commencer. L'idée d'Hyparis, elle est double. Au moins, le premier, c'est de continuer à travailler sur formation, recherche, innovation, qui sont évidemment au cœur de ce que fait HEC, ce que fait l'Institut Polytechnique de Paris. Et je tiens à préciser aussi, dans l'Institut Polytechnique, on a l'école Polytechnique, on a aussi Télécom Sud Paris, l'ENSTA et l'ENSA Paris. C'est 5 écoles d'ingénieurs qui se sont groupées. C'est collectivement que nous avons fondé Hyparis. Et l'objectif, en fait, c'est d'accélérer dans un domaine qui est absolument critique aujourd'hui, critique pour la science, la technologie, critique pour le business, critique aussi pour la société. Donc on a vraiment ces éléments-là et on veut accentuer la visibilité. On a déjà plus de 300 à 400 chercheurs dans le domaine, hein, donc on part avec les deux institutions une histoire importante, mais on veut, à la lumière de ce qui se passe dans le reste du monde, eh bien, accentuer, être toujours à la pointe sur ces trois domaines. Et donc, si la question, par exemple, sur la recherche, moi, je peux donner quelques exemples sur la science, puisqu'on a pas mal de chercheurs qui font avancer la recherche. On parle de machine learning, d'algorithmes. Un exemple, on est sur le federated learning aujourd'hui. Donc, une question d'ailleurs qui relie la science avec le besoin de privacy, de vie privée. Aujourd'hui, on sait qu'on donne nos données. Quand on est sur les moteurs de recherche ou autres, eh bien, les données contre un service sont utilisées. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ne veulent pas donner leurs données. Donc, c'est un problème pour améliorer les algorithmes. Eh bien, aujourd'hui, une partie de nos chercheurs sont en train de se dire comment est-ce que l'on fait pour améliorer. Donc, c'est le federated learning. Donc, la data reste localement chez l'utilisateur, mais on a tout un processus, tout un travail qui va permettre d'améliorer les algorithmes. Donc, ça, c'est un des éléments où on se dit, bah là, on va être à la pointe mondiale dans ce domaine. Un autre exemple, c'est tout ce qui est les modèles génératifs, c'est-à-dire les modèles 3D, en gros, la simulation dans l'IA. On connaît les simulateurs de vol, simulateurs ou autres. Et bien là, aujourd'hui, on a des chercheurs qui travaillent justement comment créer un environnement, un modèle mental 3D dans lequel des étudiants, des chercheurs vont pouvoir aller tester des algorithmes, tester des idées et donc s'enrichir. Le modèle répondant, c'est un modèle de simulation. Et bien ça permet d'avancer, d'accélérer encore plus dans le développement des algorithmes de l'IA profond. Alors, un petit exemple de ces modèles, ils peuvent évidemment aider à améliorer les algorithmes en général. Ce sont aussi ceux qui vont permettre, par exemple, dans l'industrie des vêtements, eh bien, de faire des simulations. Si vous êtes intéressé par un vêtement, cette simulation 3D, on l'a fait pour un client. Donc, on aide les chercheurs, on aide les clients. Voilà, pour donner deux exemples, peut-être, évidemment, Éloïc va, je pense, continuer avec d'autres axes de recherche. Alors, avec l'école Polytechnique et puis après l'Institut Polytechnique de Paris, on se connaît depuis longtemps. On travaille main dans la main depuis longtemps, on s'apprécie beaucoup. On n'est pas loin sur le plateau de Saclay. Et donc physiquement pas loin. Et vous savez, les grands challenges à venir, ils sont très pluridisciplinaires. Et donc en France, vous avez une approche un petit peu silotée quand même, avec des très bonnes écoles d'ingénieurs, très bonnes écoles de commerce, très bonnes écoles de design, etc., etc. Et donc, il y avait effectivement cette volonté de travailler fortement ensemble parce que sur les enjeux de transition écologique, sur les enjeux de la technologie, de la data, etc., etc., on a
vraiment plein de choses à faire ensemble. Et donc, c'est comme ça que les choses ont commencé. Maintenant, quand vous regardez dans le monde, il y a des écosystèmes extrêmement intéressants, extrêmement structurés qui existent aux États-Unis. Et ces écosystèmes, ils mêlent à la fois des chercheurs, des entreprises, des étudiants, des startups. Et tout ce beau monde-là se nourrit les uns les autres, travaille ensemble, développe des choses. C'est le cas en Asie aussi. Et c'était un peu moins le cas en Europe. Et c'est vrai qu'on a voulu, chacune des institutions a une vocation internationale très très forte, et donc on a voulu créer un écosystème de premier plan en Europe, pour peser aussi plus globalement dans le monde, et sans doute pour se dire, on a quelque chose à raconter, peut-être sur la base de nos racines européennes aussi, par rapport à ce sujet de la data. On a par exemple des professeurs de droit d'HEC et des professeurs de computer science de l'IX qui travaillent ensemble. Je pense que deux mondes qui, il y a quelques années, n'avaient pas vraiment de raison de se croiser. Et aujourd'hui, vous avez par exemple la Cour de cassation qui a mis à disposition des années de décrets, de décisions. Et nos chercheurs respectifs travaillent ensemble pour construire une IA, pour aider à la prise de décision, pour améliorer l'allocation entre les différentes chambres. Moi, j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement de la Cour de cassation, sur les problèmes de fonctionnement de la Cour de cassation. Et donc, vous avez vraiment une perspective qui est à la fois techno, scientifique, business, on l'a entendu avec, par exemple, Annual Review, et sociétal. Les enjeux d'éthique dans le domaine de la donnée sont des sujets qui sont particulièrement intéressants. Et donc, voilà, il y a une vraie volonté, j'allais dire, d'avoir un impact, de peser. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, je pense que c'est important pour nous d'insister aussi là-dessus, c'est qu'on a 5 grands mécènes qui financent cette initiative. Vous avez 5 grandes entreprises, donc L'Oréal, Kering, Total, Rexel et Capgemini, qui le font dans une perspective de nourrir aussi leurs chercheurs, nourrir l'innovation au sein de ces entreprises, mais qui le font aussi dans une optique d'avoir un impact, c'est-à-dire que quand on aide des institutions comme les nôtres, on aide bien sûr les institutions, mais on aide largement la société sur des sujets parce que la recherche qui est publiée par nos différents chercheurs, c'est un bien public, c'est un bien qui est mis à disposition très largement. Qui va aider tous les secteurs. Exactement. L'avenir de nos élèves, ils vont aussi aller travailler dans tout un ensemble de secteurs. Et donc ces entreprises-là sont aussi à la fois désintéressées dans leur vocation à nourrir et à financer un centre d'excellence européen sur un sujet aussi important. Alors le but évidemment c'est aussi de voir émerger des jeunes pousses, des startups, on en a vu notamment qui sont incubés je crois ici à Paris à la station F. À la station F, voilà c'est ce qu'on voyait dans le reportage. Quel genre de start-up justement est-ce que vous incubez? Comment ça se passe ce processus d'incubation? Je pense que les startups, elles sont un peu à l'image de la perspective très large du centre. C'est-à-dire vous allez avoir, et Eric en parlera beaucoup mieux que moi, des startups très techno. Vous en avez d'autres sur plus de l'innovation de service. Aujourd'hui, la data, elle est partout. Okay, donc vous en avez dans tous les domaines. Et elle est extrêmement importante sur des sujets à la fois de santé, des enjeux de transition, des enjeux business. Alors vous avez tout un ensemble d'entreprises qui vont analyser les données pour aider les entreprises dans leur distribution. Donc vous avez, nous on a IOLab par exemple qui travaille sur toute la data sur les places de marché et d'essayer d'optimiser l'utilisation de sa data sur les places de marché. Mais on a une entreprise qui s'appelle par exemple MyEasy Farm qui va travailler sur les enjeux de l'agriculture. Et donc comment est-ce qu'on va aider les agriculteurs, les coopératives à là aussi utiliser des grandes quantités de data, se connecter avec la télémétrie, se connecter avec la météo demain, se connecter sur avec toutes les informations disponibles sur les différents champs pour permettre d'optimiser un certain nombre de leurs process. Donc vous avez une palette très large. Je pense que ce serait compliqué de tout les citer. Peut-être que toi, sur des aspects peut-être plus techno aussi, des choses intéressantes. Peut-être que, juste pour compléter aussi la perspective, justement, d'avoir les 2 institutions, on a aussi 3 incubateurs dans IP Paris. On a le DRAX qui est basé sur le plateau de Saclay, donc pas très loin aussi d'HEC. On a le Telecom Innovation Center qui est basé à Paris. Et puis on a l'incubateur de l'Ecom Sud Paris qui est basé à Évry. Et avec nos 3 incubateurs, on a à peu près une centaine de startups par an qui soit sortent des labos ou fondés par les élèves ou qui viennent s'accélérer dans nos domaines. Et une très grande partie est dans l'intelligence artificielle. Comme disait Loïc, la data de toute façon est partout.
Alors on a effectivement beaucoup d'exemples dans l'agri, dans la santé, dans la transition énergétique, hein, puisque là, dès qu'on a de la donnée, que ce soit la donnée, alors très souvent données d'entreprise ou simplement données satellitaires, par exemple sur les océans, on a deux startups, d'ailleurs une qui sort d'un labo, une qui sort qui a été fondée par des anciens élèves, donc on voit les différentes sources, comme d'habitude, l'innovation vient de différentes facettes, et bien, qui travaillent sur des données pour prédire, par exemple, le mouvement des océans. Ce qui va permettre d'aider les gens du business, qui eux sont dans les cargos, dans les routes maritimes et autres, et bien là, on voit déjà l'impact que ça peut avoir sur le business. On a aussi quelques-unes qui sont purement technologiques, certaines qui vont faire des petits robots qui vont aider à faire de l'IA. C'est DCA, je crois qu'elle est incubée à Télécom, et bien, ils sont en train de travailler justement pour aider à la productivité des ingénieurs de l'IA. Donc accélérer, on est de plus en plus maintenant dans l'auto-machine learning aussi, de plus en plus, hein, se dire finalement est-ce qu'on peut accélérer une partie du processus. Donc là on a plusieurs startups dans le domaine, et puis aussi même une startup qui est dans la formation rapide de l'IA. Donc comment aider certains à se former très rapidement, ils ont besoin de connaître un élément ou un autre, et donc on a aussi ces éléments-là, donc beaucoup plus proches de la technologie. Donc un point, comme souligne Eric, qui est très important, c'est que les startups vont travailler avec les chercheurs. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Eric était en train de le dire aujourd'hui. On va bien entendu connecter fortement les différentes startups avec les entreprises très installées. Donc voilà, cette question de l'écosystème qui va se nourrir, va donner des idées de recherche, va amener de la data effectivement aux chercheurs, parce que c'est quand même un matériel extrêmement important quand on fait de la recherche. Et puis les entreprises sont aussi très intéressées par le lien qu'elles peuvent avoir avec et les chercheurs et les startups. Alors c'est vrai que ce système d'écosystème, on le voit depuis longtemps aux États-Unis notamment. Pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, on a pris autant de temps à se parler les uns les autres finalement alors vous dites que vous êtes en contact depuis longtemps, mais peut-être à se réunir pour vraiment travailler ensemble. Qu'est-ce qui a fait dans notre, je sais pas, dans notre manière de fonctionner, ou peut-être dans la manière de fonctionner des écoles? Est-ce que je pense qu'il y a aujourd'hui, une fois plus, les sujets n'ont jamais été aussi pluridisciplinaires que. Ouais. Enfin, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont extrêmement pluridisciplinaires. Et donc, assez naturellement, on a eu à cœur de se parler beaucoup plus, de créer des liens très forts. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Oui. Ça a été formalisé, en fait. Ouais, et je pense que. Alors, je parlais pour HEC, mais ça fait très très longtemps qu'on a des liens avec l'université, qu'on a des cursus universitaires. Eric, depuis extrêmement longtemps aussi, sur le plateau de Saclay, avec l'université Paris-Saclay, etc. Donc, les liens ont toujours existé. Maintenant, on a sans doute envie de passer à l'échelle, on a envie d'avoir un impact beaucoup plus important, et on a envie de peser ensemble sur un certain nombre d'évolutions mondiales. Et donc, donc je pense que là aussi, l'ambition mondiale n'a jamais été aussi importante, parce que les entreprises sont mondiales, parce que les sujets sont des sujets globaux, et donc il faut qu'on y aille ensemble. Alors, il y a un nouveau master qui vient d'être créé, le master commun Data Science, Data Science for Business en anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être ? Volontiers, surtout qu'il a eu une belle reconnaissance d'ailleurs récemment aussi. Il est 3e mondial dans le domaine. Donc de nouveau, si on revient aussi à votre question précédente, il y a une globalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les 15 dernières années, 20 dernières années, dû aussi à l'évolution géopolitique, l'évolution des différentes plaques régionales. Et donc dans ce monde-là, il faut être visible. Et l'excellence qu'apporte X et HEC sur ce domaine a permis de bâtir un programme maintenant qui est visible et attractif au niveau mondial. Donc à la fois on combine les mathématiques, on va dire, la science, comme on disait, qui est à la base des algorithmes, et puis l'implication business et sociétale. Hein. Dans le business, il y a l'implication évidemment sur les entreprises, mais aussi sur le fonctionnement des organisations, sur la société. Et donc c'est un master en 2 ans qui combine ces 2 éléments-là, et qui va chercher aussi bien des étudiants alors qui viennent de l'IX, d'HEC, et bien entendu beaucoup d'autres formations qui viennent passer 2 ans de focalisation dans ce domaine. Et pourquoi est-ce qu'on l'a créé? C'est parce que quand vous regardez, et ça a été dit justement un petit peu dans la vidéo, quand vous regardez les besoins des entreprises, où on a besoin de data scientists purs, on a besoin de marketeurs purs, on a besoin de plus en plus de translateurs, de traducteurs qui connaissent les deux en fait, qui connaissent à la fois les fondamentaux de la science mathématique et la compréhension du business. Et là, c'est au cœur de beaucoup des développements, alors pas uniquement des startups, d'ailleurs les grandes entreprises, hein,
Loïc parlait des grandes entreprises qui travaillent avec nous dans Hyparis, même plus largement celles qui viennent nous voir pour parler de données, eh bien, nous disent on a besoin de personnes qui sont un peu bilingues business et sciences, et qui vont compléter aussi. Après, on aura toujours des équipes de data scientists aussi, mais ce profil-là est très en demande aujourd'hui pour faire avancer, puisqu'on voit que les compétences mathématiques ont fortement progressé, la puissance des calculateurs a progressé, on a les données qui sont disponibles, on a les algorithmes. Maintenant, so what? Comment est-ce qu'on traduit ça dans un impact pour le client, un impact sur le fonctionnement d'une entreprise, et puis un impact financier derrière? Et donc c'est ça en gros l'aspiration. Et l'aspiration que l'on a maintenant, c'est de continuer à le développer, le renforcer. On veut le doubler d'ailleurs, avoir plus de 500 élèves dans quelques années, et aussi avoir toutes les composantes business, que les élèves puissent se focaliser sur tel ou tel domaine, peut-être en fin de cursus, avant de rentrer dans une entreprise ou de fonder leur start-up. C'est un programme assez unique dans la profondeur, à la fois sur l'aspect mathématique et sur l'aspect ingénieur. Il y a beaucoup de masters dans le domaine qui sont des masters en 1 an dans des très grandes institutions dans le monde entier. Là, effectivement, c'est en 2 ans. Vous l'avez très bien prononcé tout à l'heure, Data Science for Business, pour vous dire que c'est effectivement enseigné en anglais, parce que la vocation, c'est d'attirer des très très bons étudiants du monde entier. Et c'est aussi une vocation très forte de nos institutions, c'est-à-dire que les écoles sont des magnifiques outils d'attractivité du territoire. On espère et on a conscience d'avoir des très très bons étudiants français dans nos institutions. Mais si on peut aussi attirer des très bons étudiants du monde entier qui vont venir étudier en France, qui vont apprendre le français, qui vont être des amoureux de la France demain, et qui vont effectivement aller travailler, soit créer leur entreprise, soit aller travailler dans des entreprises dont on est très proche. Je pense que ça participera à les aider dans leur développement mondial. Donc on l'a lancé il y a quelques temps. Dès la première année, effectivement, dans le classement de référence sur le sujet, il est derrière 2 Américains, donc c'est vous dire aussi à quel point on a pris une place assez importante et déterminante. Et l'idée, c'est de continuer cette croissance et d'attirer des très très bons étudiants dans notre magnifique pays. Eh bien, je vous le souhaite effectivement. Mais alors, on a encore quelques minutes sur cette table ronde. Je voudrais évoquer le Hackathon, donc j'espère que je le prononce bien, qui aura lieu d'ailleurs d'ici peu, en tout cas la version 2022. Mars 2022. Voilà, puisqu'il y a eu aussi une autre édition l'année dernière déjà. Absolument. Et donc c'est un Hackathon donc, qui est ouvert à tous les élèves et qui aura cette année donc, le thème de l'IA et de la durabilité. Alors, effectivement, le hackathon, évidemment, on s'inspire des hackathons qu'on connaît tous, qui sont maintenant une des façons de résoudre des problèmes par une approche, on va dire, focalisée, mais aussi multidisciplinaire. Et donc, ça fait partie, effectivement, de ce que l'on fait dans Hyparis. On parlait de formation, on parlait de recherche, on parlait d'innovation. Eh bien, le hackathon, c'est une façon de former, mais aussi d'intégrer, en tout cas d'impliquer les entreprises avec lesquelles on travaille, puisque dans un hackathon, on travaille sur des cas concrets. L'an dernier était déjà sur l'énergie. L'énergie, évidemment, c'est un sujet très important aujourd'hui. Et donc, on était sur l'énergie un peu de smart grid. Quand on met des buildings ensemble, comment est-ce qu'on diminue la consommation par une meilleure optimisation? Cette année, ça va être sur les flottes de voitures. Alors, avec toutes les composantes, différentes voitures, différentes géographies. Et donc là, on espère évidemment avoir plusieurs centaines. On avait déjà 200 participants. Des équipes mixtes, c'est ça l'intérêt, évidemment. C'est pas juste d'avoir des ingénieurs d'un côté, on va dire des diplômés de commerce de l'autre. C'est vraiment faire des équipes ensemble et bien sûr ouvert au-delà de X et HEC. Donc, pour pouvoir justement avancer dans ces domaines. L'objectif à chaque fois, c'est que nos étudiants se rencontrent. Donc on a un certain nombre d'étudiants qui suivent une scolarité commune, c'est magnifique, mais toutes les occasions de les mettre ensemble et qu'ils se rencontrent, qu'ils créent des liens, qu'ils aient des idées, qu'ils aient envie de développer des choses et puis éventuellement qu'ils se disent mais attends, moi j'ai envie de continuer dans ce master, c'est effectivement des magnifiques occasions de faire quelque chose qui a un impact très grand. Le deuxième point, je suis fasciné à chaque fois de voir la capacité des élèves à proposer des solutions extrêmement puissantes. On a l'habitude dans nos institutions de faire venir des entreprises qui soumettent un problème, les étudiants y réfléchissent pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça peut être éventuellement plus. Et à chaque fois,
à chaque fois, il y a 2, 3, 4 idées où l'entreprise se dit « moi, je vais mettre des équipes là-dessus parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à faire ». Et donc, c'est à la fois passionnant pour nos élèves de se rencontrer. On a besoin de cette diversité de profils et cette complémentarité de profils pour amener des solutions intéressantes. Mais à chaque fois, les entreprises partenaires, les entreprises qui proposent les sujets sont extrêmement intéressées parce qu'elles-mêmes vont avoir plein d'idées qui vont émerger à la suite de ces programmes. Là, en plus, la spécificité, c'est que pendant tout le mois de février, il va y avoir un certain nombre de séances sur tout un ensemble de sujets, peut-être très techniques, ce qui peut être plus utile pour des étudiants qui n'ont pas le profil technique ou technologique, un peu business aussi, de manière à les former un petit peu, ou en tout cas avoir un peu de convergence de compétences pour qu'en mars, là sur 48 heures, extrêmement intense, ils travaillent, pas beaucoup dormir pendant ces 48 heures, pour pouvoir soumettre un projet à la fin aux entreprises. Donc voilà, donc ça a énormément de vertus que de faire ça ensemble. Alors on sent qu'il y a une grande montée en puissance, une grande poussée vers l'IA. On en parle beaucoup, déjà depuis quelques années, mais là on sent encore plus une accélération au niveau de la maîtrise de l'IA. Comment est-ce que vous allez justement vous insérer dans ce nouveau paysage? En accélérant sur iParis. Ouais. Tout le monde accélère, les entreprises accélèrent. On le voit bien aujourd'hui, elles ont quasiment tout intégré les questions de données, d'IA dans leurs process, dans leur business, dans leurs applications. Elles commencent à avoir l'impact d'ailleurs. Elles ont une demande de talent toujours plus importante. Et donc notre façon, en tout cas nous, d'être un acteur, c'est de continuer à plus former. Et je dirais pas mieux, enfin mieux à la pointe, toujours à la pointe des dernières perspectives, de continuer la recherche justement dans les domaines qu'ils soient avancés scientifiques, avancés business ou avancés sociétales, et donc amener toujours des idées, des perspectives, et puis stimuler les startups. Donc ce qu'on espère, c'est dans 5 ans, peut-être on a multiplié par 2 tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, Oui. parce qu'on aura avancé sur tous ces sujets, on aura aussi plus sûrement de soutien d'autres entreprises. L'État aussi est en train d'accélérer. Il y a tout je sais que Cédrico était là ce matin, mais on a travaillé avec lui. En tout cas, il a bien entendu annoncé la 2e phase du plan IA, un fort élément sur la formation et la recherche. Donc aujourd'hui, on a aussi l'ambition, nous, de doubler la formation, telle qu'on au travers de ce que l'on fait ensemble, de ce que l'on fait aussi dans les domaines purement scientifiques. Donc c'est vraiment le passage à l'échelle pour la France, et de façon à alimenter, je veux dire, le monde économique et académique au sens large. Aujourd'hui, on recrute des chercheurs ensemble. Alors, ils vont être soit effectivement Institut Polytechnique, soit HEC. Mais ce centre nous a permis d'aller recruter d'excellents chercheurs et professeurs dans le monde entier. Et on a remarqué à quel point ils ont une approche très, là aussi, transverse. On pouvait avoir un certain nombre de silos dans des institutions académiques qui, dans son département d'économie, de finance, de marketing, et cette génération qui arrive sur des sujets de l'IA, tout de suite, ils sont extrêmement transverses. Ils ont à la fois envie de parler à des juristes, avec des marketeurs, avec travailler avec computer science, etc. Donc il y a cette diversité qui est particulièrement intéressante et qu'on a envie effectivement de nourrir. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Si vous aviez peut-être on a encore une petite minute, si vous avez un dernier message, il y a beaucoup d'entreprises qui nous regardent aujourd'hui. Un dernier message pour beaucoup d'entreprises assez importantes, notamment issues du CAC 40. Quel serait votre message de fin? Rejoignez-nous. Et comme vous l'avez dit, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet pour notre pays, c'est un vrai sujet pour les entreprises. On a nous en tout cas, le sujet Albracor, on est extrêmement engagé sur cette dynamique-là. Et comme toute institution académique, on a effectivement besoin d'avoir des entreprises engagées, des soutiens financiers extrêmement importants. Et donc, c'est important pour l'avenir, pour la prochaine génération, et puis pour qu'en Europe puisse exister un centre, une initiative vraiment d'excellence sur un sujet aussi clé. Donc, voilà, je crois que nos 5 mécènes et sponsors sont extrêmement contents de l'association avec iParis. Donc, nous sommes ravis d'avoir d'autres entreprises avec nous. Juste pour dire qu'on peut, en tout cas, le besoin de travailler ensemble est là. Si on veut faire avancer l'IA, c'est vraiment formation, recherche, business, État qui doivent travailler tous ensemble, puisque les problématiques, en fait, chacun apporte une pierre.
Et donc il est très important qu'on travaille tous ensemble pour faire avancer les perspectives et sûrement accentuer tous ensemble l'impact que l'on va avoir. Donc ce travail d'écosystème à chacun, nous en tout cas la recherche et les mécènes n'apportent pas uniquement un élément financier, ils apportent aussi et surtout essentiellement leurs perspectives sur les défis futurs. Nous, on apporte, vu de la recherche, les derniers éléments, on va dire, des labos, mais eux apportent aussi leurs défis à 10 ans. Et donc c'est le travail ensemble qui permettra à la France, in fine, d'être pertinente dans le domaine de l'IA à l'échelle du monde. Voilà, vous avez entendu le message « Travaillons ensemble, rejoignez-nous », le message de Héloïc Perrage, donc directeur général d'HEC, et Éric Labaille, le président de l'école polytechnique. En tout cas, merci d'avoir mis en lumière vraiment cette chance inouïe qu'est cette union entre ces grandes écoles qui vraiment vont changer les choses, notamment au travers des sociétés, des entreprises, mais aussi plus largement pour la société. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous.